En 1898, le gérant du Tanqueray Tavern à Kennington avait un problème. Une femme avait déclaré une guerre en solitaire contre son pub. Elle avait brisé ses vitres et menacé de lui jeter de l'acide au visage. Mais la personne qu'il craignait n'était pas un chef de gang. C'était Charlotte Charlton, qui mesurait à peine 1,44 m. Pour la presse, elle était un personnage violent, une casseuse de vitres. Qui était Charlotte? Et comment cette femme minuscule était-elle devenue l'une des criminelles les plus notoires de Londres? Nous allons bientôt découvrir son histoire. Mais d'abord, si vous aimez ces voyages dans le passé, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne. Cela nous aide vraiment à mettre en lumière davantage d'histoires cachées. Notre premier aperçu d'elle provient du recensement de 1861 en Angleterre et au pays de Galles. Ici, à South Hackney, à des kilomètres du sud de Londres, que nous apprendrons à connaître, nous trouvons une Charlotte Bancroft. Elle n'a que 14 ans et travaille déjà comme domestique, tout en vivant encore chez ses parents. Le foyer est modeste. Son père, William Bancroft, 43 ans, et sa mère, également prénommée Charlotte, 39 ans. William était cordonnier et Charlotte relieuse de chaussures. Cela suggère un atelier familial, un commerce domestique courant dans les quartiers de la maroquinerie londonienne. Son père était né à Bath, sa mère au sud de la Tamise, à Bermondsey, tout comme la jeune Charlotte elle-même. La famille avait donc traversé la Tamise du Surrey à Hackney avant 1861. Pour une jeune fille de la classe ouvrière, employée comme domestique, l'étape suivante était presque toujours le mariage, et il arrivait généralement vite. 4 ans après ce recensement, le 11 juin 1865, nous trouvons un acte de mariage à l'église St. Jude de Southwark. Charlotte Bancroft, 18 ans, épouse John Charlton, 23 ans. Le lieu montre qu'elle est revenue au sud de la Tamise, là où elle est née. Que réserve la vie au jeune couple? Après leur mariage, John et Charlotte ont 4 enfants. John Charlton Jr., Alfred Charlton, Charles Charlton et Albert Charlton. Mais à peine 3 ans après le mariage, en 1868, l'histoire prend un tour sombre et dramatique. 2 articles de presse de juillet de cette année-là sont glaçants. Le premier, dans le Daily Telegraph du 18 juillet, est une petite annonce sous la rubrique « Bienfaisance ». Monsieur Bersham a reçu un souverain, une somme importante, de Sir Charles Decimus Crossley, destinée à Thomas Banfield, le marin qui, au péril de sa vie, a sauvé Charlotte Charlton de la noyade près du London Bridge le dimanche précédent. Cela confirme son identité et la place lors d'un événement précis et dangereux sur la Tamise. L'autre article, dans le Weekly Dispatch du lendemain, raconte toute l'histoire, terrifiante. Au tribunal de police de Southwark, Charlotte Charlton, décrite comme une jeune femme d'apparence respectable tenant un nourrisson dans ses bras, est accusée d'avoir tenté de se noyer. Un agent de police situe l'événement entre 19 et 20 heures, un mardi, ce qui contredit le dimanche mentionné dans le Télégraphe, mais le compte rendu judiciaire est généralement plus précis. Le marin-héros, Thomas Banfield, témoigne qu'il a entendu crier « Une femme à l'eau » depuis son brick le Maria amarré à Fennings Wharf. Il est monté sur le pont, a vu une femme se débattre dans l'eau, a sauté tout habillé, lui a maintenu la tête hors de l'eau, perdant ses bottes et sa casquette dans la lutte, jusqu'à ce qu'on leur lance une bouée et qu'on les ramène à terre. Charlotte est conduite à l'hôpital.
Quand on lui demande pourquoi elle a sauté dans la Tamise, elle répond qu'elle est très désolée, qu'une dispute avec son mari en est la cause. Une tragédie conjugale jouée en public. Le magistrat la remet en liberté et ordonne que 15 shillings soient versés à Bonfield pour ses affaires perdues. Le journal précise qu'elle tenait un nourrisson dans ses bras au tribunal. En regardant son arbre généalogique, l'enfant né en 1868 s'appelait Alfred. Était-ce ce bébé qu'elle tenait pendant qu'elle était au banc des accusés? Cela paraît tragiquement probable. Que devient sa famille après un tel acte de désespoir? Au recensement de 1871, John et Charlotte habitent Oxbridge Place, à Newington Sud. 2 fils vivent avec eux, John, 5 ans, et Charles, 1 an. Le garçon aîné, John, est noté idiot, terme victorien brutal pour un handicap. Mais ce recensement de 1871 contient aussi l'indice d'une profonde tragédie. L'enfant né vers 1868, celui que Charlotte tenait au tribunal, n'apparaît plus dans la famille en 1871. Pourquoi? Un acte de décès apporte la réponse déchirante. Alfred William James Charlton est mort le 22 juillet 1868, à l'âge de 3 mois seulement. La profession du père est indiquée peintre, ce qui correspond parfaitement à John Charlton, décorateur que l'on retrouve au recensement de 1871. La cause du décès est tab, terme vague de l'époque victorienne, désignant généralement une maladie de consomption chez l'enfant, parfois une forme de tuberculose. Le détail le plus dévastateur se trouve dans les dernières colonnes. Alfred est mort à l'hospice de Bermondsey et Charlotte était présente à son décès. Sa résidence est également indiquée comme l'hospice de Bermondsey. En recoupant les dates, les articles sur son sauvetage de la Tamise sont des 18 et 19 juillet 1868, pour un événement survenu quelques jours plus tôt. L'acte de décès d'Alfred est daté du 22 juillet 1868. La dispute avec son mari, le saut désespéré dans le fleuve, la comparution avec un bébé malade dans les bras, puis la mort de ce même bébé, dans la misère de l'hospice de Bermondsey, tout cela s'est déroulé en l'espace d'une seule semaine terrible. Le tableau est presque insoutenable d'une vie écrasée sous une pression immense. La trace se fait discrète pendant quelques années jusqu'en 1880. Un article du Morning Post relate une affaire au tribunal de Mansion House. Une femme d'âge moyen, nommée Charlotte Bank, est accusée d'avoir tenté de se noyer à London Bridge. L'histoire est troublante de familiarité. Un mardi après-midi, elle a descendu en courant les marches du pont et s'est jetée à l'eau. Un jeune homme a sauté et l'a sauvée. Mais elle a dit aux policiers qu'elle était déterminée à réussir ce qu'elle avait tenté. Une témoin importante vivait dans la même maison qu'elle et raconte qu'elles marchaient ensemble quand Charlotte s'est soudain agitée en disant « Maintenant, je vais faire mon affaire » et a couru vers l'eau. En 1871, Charlotte vivait encore avec son mari, ses enfants et sa mère. En 1880, sa compagne est une simple colocataire. Tout laisse penser que sa vie de famille s'est brisée et qu'elle ne vit plus avec son mari. Mais le nom pose problème. Pourquoi Bancroft, son nom de jeune fille, 15 ans après son mariage? Et pourquoi d'âge moyen, alors qu'elle n'a que 33 ans? Peut-être une autre femme, peut-être même sa mère, qui aurait environ 60 ans. Mais le lieu, la méthode, le désespoir,
Tout est identique à 1868. Il est très probable que ce soit Charlotte, séparée de sa famille et utilisant son nom de jeune fille comme alias. 4 ans plus tard, en 1884, nous avons la certitude. Un registre des prisonniers des sessions du Middlesex indique Charlotte Charlton, 33 ans, l'âge exact, condamnée pour avoir volontairement et méchamment brisé une vitre causant 8 livres de dommages. Elle plaide coupable et écope de 6 mois à la prison de Millbank. Le plus révélateur est la colonne des condamnations antérieures. En 1882 et 1883, elle a été condamnée pour dégradation sous le nom d'Emily Williams et le 17 août 1883 sous le nom d'Emily Bancroft. Elle utilise bien son nom de jeune fille comme alias. Cela rend presque certain que l'affaire de 1880, sous le nom de Charlotte Bank, était bien elle. Un schéma de comportement se dessine. Les dégradations matérielles vont désormais définir le reste de sa vie. 2 ans plus tard, en décembre 1886, le South London Press rapporte une nouvelle crise. Charlotte Charlton, 34 ans, mariée, accusée d'avoir tenté de se détruire en se jetant dans la Tamise depuis les marches près de Southwark Bridge. Un agent l'a vue sauter, a plongé et l'a ramenée. On lui fait remarquer, c'est la 2e, peut-être la 3e fois qu'on vous retire de la rivière. En 1890, sa vie a radicalement changé. Un étrange incident à Westminster. Une repasseuse nommée Charlotte Charlton est traduite devant le juge Shiel pour avoir sonné la cloche de la prison de Millbank sans raison valable un samedi après-midi. Un agent témoigne qu'elle tirait furieusement la corde en hurlant. Interrogée, Charlotte donne une réponse à la fois provocante et tragique qui fait rire la salle. « Oui, cette fois je voulais voir la directrice pour prendre des nouvelles d'une amie. Elle écope de 14 jours à Holloway. Ce qui frappe, c'est son métier, et ce schéma naissant de perturbations publiques bizarres. Le recensement de 1891, pris quelques mois plus tard, montre à quel point sa vie a basculé. Elle n'est plus chez elle avec John et ses fils. Charlotte Charlton, 38 ans, est logée au 50 Wilcox Road, Lambeth, chez une veuve, Caroline Taylor. Son état civil est toujours marié, mais elle vit clairement séparée de son mari. Son métier, repasseuse, exactement comme dans le compte-rendu de 1890. Elle fait désormais partie de cette immense main-d'œuvre féminine précaire de Londres, vivant en meublé. À partir de là, sa vie semble partir en spirale. 1 an plus tard, en 1892, un article glaçant sous le titre « Une femme dangereuse ». Au tribunal de Lambeth, Charlotte, décrite comme une femme âgée, est accusée d'ivresse et de désordre public. Mais l'affaire est bien plus grave. L'avocat de la Licensed Victuallers Society révèle une autre convocation pour menace envers M. Rushton, le gérant du Tanqueray Tavern à Kennington. Il la qualifie de femme extrêmement violente et dangereuse, qui a déjà brisé 4 ou 5 fois les vitres du pub, ce pourquoi elle a été emprisonnée. Quelques jours après sa sortie de prison, elle est revenue avec une brique, a tenté d'exploser une grande vitre. Quand M. Rushton l'a saisie, elle a juré sous serment qu'elle lui jetterait du vitriol, de l'acide sulfurique au visage. On apprend qu'elle transportait déjà auparavant ce liquide et que le plaignant vivait dans la peur. Le magistrat lui ordonne de trouver 2 cautions de 25 livres chacune, somme impossible, ou 2 mois de travaux forcés.
C'est le début de sa longue vendetta violente contre ce pub précis. Un an plus tard, en juin 1893, nouveau titre, La manie d'une femme ivre, Charlotte Charlton, 42 ans, repasseuse, accusée d'avoir brisé une vitre à la prison de Holloway. Elle venait d'être libérée le matin même, était revenue ivre quelques heures plus tard et avait lancé une pierre dans la fenêtre de la salle d'attente. C'était la 3e fois qu'elle cassait cette même vitre. 2 mois de travaux forcés. Un autre journal ajoute un détail déchirant. Elle n'a pas de domicile. En 1896, l'Illustrated Police News la présente comme la successeur de Jane Cakebread, une autre ivrogne célèbre de l'époque. Elle est accusée de dégradation au Sir John Barleycorn Tavern à Whitechapel. Elle nourrit une rancune imaginaire contre un ancien propriétaire depuis 7 ou 8 ans et continue de casser les vitres en mémoire de cette vieille offense même après le départ du propriétaire. En août 1898, le South London Press la retrouve. Elle plaide coupable d'avoir brisé une vitre de 10 livres au Tanqueray Tavern. Le procureur la qualifie de casseuse de vitres confirmée, qui, à peine sortie de prison, commet une nouvelle déprédation. Une gardienne remet une longue liste de condamnations antérieures. Cette fois, la peine est lourde. 12 mois de travaux forcés. L'an 1901 arrive. Au recensement, où trouver Charlotte? Ni dans un foyer familial, ni en meublé. Le plus logique est le système carcéral, et c'est bien là qu'elle est. Charlotte Charlton, 49 ans, mariée, détenue à la prison de Wormwood Scrubs. Même là, son métier est indiqué, repasseuse. Libérée, cela ne la change pas. En juillet 1902, le Morning Leader publie une courte note tragicomique. « Je ne viens pas pour rester, je viens », dit Charlotte Charlton un vendredi au Tanqueray Tavern. Et elle brise immédiatement une carafe d'eau pour fêter sa sortie de prison. 2 mois de travaux forcés supplémentaires. En 1903, l'État a changé sa manière de traiter les cas comme le sien. La loi sur les ivrognes permet de détenir les ivrognes habituels non seulement en prison, mais dans des établissements de longue durée. Charlotte est clairement dans le viseur. Le 2 mai 1903, elle est inscrite au registre des ivrognes habituels. Charlotte Charlton, 51 ans, repasseuse, sans domicile fixe. Description physique. 1,44 m, cheveux bruns, yeux noisettes, cicatrice au dos de la main droite, dents manquantes. On indique même les rues qu'elle fréquente. Elle est désormais officiellement, systématiquement, une ivrogne habituelle. Cet automne-là, nouvelle arrestation, l'Islington Gazette titre « Bottes volées ». Charlotte est accusée d'avoir volé 3 bottes exposées devant un magasin. On l'a vue courir. Elle en a lâché une. Arrêté renvoi devant le tribunal correctionnel. Le 14 octobre 1903, l'Evening Standard rapporte l'issue sous le titre « L'ivrogne et la liste noire ». Charlotte reconnaît le vol de bottes, mais elle est aussi condamnée en tant qu'ivrogne habituelle. Le tribunal ordonne 3 ans dans un établissement pour ivrognes. Sa réaction, rapportée dans le journal, est d'une pure défi. « Non, je n'irai pas. Je brûlerai l'endroit. Condamnez-moi plutôt à 5 ans de bagne. Ça ne me dérange pas. Mais 3 ans dans un foyer. Le jour où je sortirai, je me saoulerai et je reviendrai vous voir. » Le registre officiel confirme. 3 jours à Holloway, puis 3 ans à l'établissement d'État pour ivrognes d'Aylesbury. L'établissement, malheureusement, n'a aucun effet. En mars 1907,
Le South London Observer titre « Préférence pour la prison ». Charlotte, qualifiée de petite femme, sortie l'an dernier d'un foyer pour ivrogne, est de nouveau accusée d'ivresse et de tapage. Quand le magistrat lui demande si elle accepterait d'aller dans un foyer, elle répond « Je préfère la prison ». Nouvelle condamnation à 3 ans, cette fois au foyer pour ivrogne d'East Harling. En 1907, une nouvelle fiche au registre des ivrognes habituels, glaçante, car elle contient sa photographie. Nous avions déjà vu son portrait en 1903, mais 4 ans plus tard, le temps a laissé des marques visibles et lourdes. Son visage, pris de face et de profil, est plus ridé, son regard dur, profondément usé. Une expression de résignation sombre. Le dernier document que nous ayons date de juillet 1912. Elle réapparaît dans le registre des ivrognes habituels. Elle a 58 ans, toujours repasseuse, toujours sans domicile. Nouvelle condamnation à 3 ans dans un établissement agréé pour ivrognes. Mais c'est la photographie, la dernière, qui raconte tout. En 1903, 9 ans plus tôt, malgré tout, il restait une étincelle, presque un sourire de défi dans ses yeux. En 1912, cette étincelle est totalement éteinte. Son visage est profondément creusé. Sa bouche forme une ligne sévère et descendante. Ses yeux, autrefois dirigés droit vers l'objectif, sont maintenant vides, lourds, semblent regarder au-delà, emplis d'un épuisement profond et définitif. C'est le visage d'une femme complètement brisée par le chagrin, l'alcool et le cycle impitoyable de l'État. La trace écrite de Charlotte s'arrête là, sur cette ultime image déchirante et une nouvelle condamnation en institution. Nous avions commencé avec une fille de 14 ans, domestique à Hackney, pleine de potentiel. Nous avons suivi une jeune épouse et mère. Puis, nous avons vu, à travers ses registres officiels et ses gros titres sensationnels, sa vie submergée par le deuil, la pauvreté, l'alcoolisme et un système carcéral victorien brutal qui n'avait pour elle d'autre réponse qu'une porte tournante de prison et de foyer de redressement. Et voilà comment s'achève la vie connue de Charlotte Charlton. Une femme d'à peine 1,44 m qui, pendant plus de 30 ans, a mené une guerre solitaire contre le monde entier et contre elle-même. Elle avait commencé comme une gamine de 14 ans qui rêvait sans doute d'une vie toute simple. Un mari, des enfants, un toit tranquille. Elle a fini comme un simple nom dans un registre d'ivrognes habituels, le regard éteint et le corps ravagé par la douleur, l'alcool et un système qui n'a jamais su quoi faire d'elle, sinon l'enfermer encore et encore. Ce qui fait le plus mal, peut-être, c'est que Charlotte n'était pas un monstre. C'était une femme brisée, brisée par la mort d'un bébé dans ses bras, brisée par la misère qui l'a conduite à l'hospice, brisée par un mariage qui s'est effondré, brisée par une société qui n'avait pas de place pour les femmes pauvres, malades et désespérées. Ses vitrines fracassées, ses menaces à l'acide, ses hurlements au milieu de la rue. C'étaient les seuls cris qu'on lui autorisait. À une époque où les femmes de sa condition n'avaient quasiment pas de voix, elle a choisi de casser du verre, pour qu'au moins on l'entende aujourd'hui, plus d'1 siècle après, presque personne ne se souvient de son nom. Le Tanqueray Tavern n'existe plus. Les prisons où elle a passé la moitié de sa vie adulte ont changé de nom ou ont été rasées. Mais Charlotte est toujours là, dans ces pages jaunies des journaux, dans les registres glacés des tribunaux, dans ces 2 photographies judiciaires, où l'on voit, année après année, une étincelle s'éteindre, petit à petit.
Son histoire nous rappelle que derrière chaque criminel notoire, chaque folle dangereuse qui faisait les gros titres victoriens, il y avait presque toujours une femme à qui la vie avait tout pris avant qu'elle ne commence à prendre aux autres. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce voyage, aussi dur qu'humain. Si cette histoire vous a remué, si elle vous a fait réfléchir au nombre de Charlottes invisibles que nous avons encore aujourd'hui, laissez-moi un petit pouce bleu. C'est la façon la plus simple de me dire que ce travail vaut la peine. Abonnez-vous à la chaîne et, surtout, activez la cloche, car chaque semaine, nous continuons à déterrer ces vies oubliées qui méritent d'être racontées. Sans vous, ces voix resteraient à jamais réduites au silence. On se retrouve très bientôt avec une autre histoire qui, même si elle fait mal, a besoin d'être rappelée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.